et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture version française, vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Révisez vos gammes et vos arpèges, rendez-vous en coulisses de la Philharmonie, ça va swinguer. La plus jeune étoilée de France nous accueille dans son restaurant, découvrez les secrets gourmets de la chef Julia Sedevjan. Un bicorne, une main glissée sous le manteau et un ego surdimensionné. Bienvenue dans le Paris de notre cher Napoléon. Version blouson, botte, portefeuille, selle de cheval aujourd'hui. C'est 50 nuances de cuir dans version française. Bon pour les yeux, bon pour la tête, le tout en version 100% française. C'est au point de vue. Tribu Bastille, Team Château Rouge, famille Saint-Germain. On n'hésite plus à porter haut et fort les couleurs des différents quartiers de la capitale. Ça, c'est la belle idée de faire, parce que comme ça, on peut être râleur et un peu prétentieux tout en étant bien habillé. Pour les plus frileux, ils ont la même en version affiche, chic à la parisienne. Carré, naturel, à l'odeur atypique et à la formule réglementée par Louis XIV, qui ne connaissait d'ailleurs pas grand-chose à l'hygiène, le savon de Marseille en a fait buller plus d'un. Depuis 1370, ce bloc saponifié à froid a fait du chemin et a gagné sa place dans le cœur des adeptes du zéro déchet. Il a mis l'usage et ne sert pas qu'à laver les dents des enfants mal polis, promis. Derrière ses lunettes noires, l'œil de Karl Lagerfeld a su capter des instants de mode. Dans cet ouvrage, on retrouve l'intégralité des campagnes photographiques de haute couture et de prêt-à-porter de l'emblématique maison Chanel. Plus de 600 prises de vue pour s'inspirer et se souvenir d'un grand monsieur. Quand le Made in France envahit les intérieurs, c'est aussi à grands coups de fragrance. Ici, Mar s'attaque au parfum d'intérieur en version Cocorico. L'idée, vous rappelez façon Madeleine de Proust l'intérieur du bureau de papa, un petit tour dans le jardin ou encore l'odeur d'un été inoubliable. Ça sent la bonne idée. À quelques mètres des feux de la rampe, bien cachés derrière la scène ou même juste au-dessus de celle-ci, entrez dans les coulisses de la Philharmonie de Paris. À l'orée du parc parisien de la Villette se dresse un bâtiment majestueux, tout en relief et reflets. Ici, la musique est reine, c'est la Philharmonie de Paris, et vous êtes sur le point de découvrir ses petits secrets, les coulisses de son fonctionnement harmonieux. N'entrez pas tout de suite et attardez-vous un peu sur cette architecture signée Jean Nouvel. Depuis 2015, le lieu est bien gardé par ces oiseaux. Et ils sont 340 000 sur la façade, rien que ça. L'histoire raconte que l'architecte a pas mal côtoyé les volatiles du parc quand il le parcourait pour imaginer le bâtiment. On ne va pas vous faire patienter plus longtemps, direction la grande salle Pierre Boulez qui renferme l'âme de ces lieux. Et pour visiter, il faut attendre la fin de la répétition publique car notre guide du jour nous a donné rendez-vous sur scène. Emmanuel Ondré, le directeur des spectacles et concerts, alors il a un peu tous les droits. Quand je veux avoir un son global, c'est simple, je vais au premier balcon, c'est là où la fusion orchestrale est la plus harmonieuse. Mais par contre, quand j'ai envie de voir le lien et d'observer le lien entre l'orchestre et le chef, je viens sur les côtés. Alors ça, j'ai la meilleure place. C'est vrai qu'ici, choisir sa place n'est pas aisé. On dit que cette salle unique au monde est démocratique. Car avec ses gradins et balcons à 360 degrés, le spectateur le plus éloigné n'est pas à plus de 32 mètres du chef d'orchestre. Imaginez que cette salle contient 2400 personnes, c'est quand même une très grande salle, mais qu'elle produit quelque chose de magique, c'est une forme d'intimité. Et l'intimité, ça n'est d'une chose, de la proximité. C'est-à-dire que vous avez l'impression de toucher la musique de près. Quitte à s'asseoir sur le siège des stars du concert, laissez-vous tenter par un petit détour dans leur loge. Entre ces murs, ils se préparent, se détendent, s'entraînent et donnent parfois des sueurs froides à leurs hôtes. Beaucoup de chefs ou de solistes, quand ils se trouvent dans cette loge, vivent ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire quelquefois l'angoisse aussi d'un concert. Est-ce que j'ai envie de monter sur scène et quelquefois, ce n'est pas du tout le cas. Et je me souviens d'une immense artiste qui me dit « Non, j'irai pas ce soir, finalement, je me sens pas bien. » Et là, vous parlez. Vous lui redonnez confiance ou vous lui dites qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et oui, le travail d'Emmanuel n'est pas toujours de tout repos. Alors avant de poursuivre la visite avec lui, on vous a réservé 2 petites escales dans les rouages de la Philharmonie.
Premier arrêt dans l'une des 3 réserves. Ici, le concept est simple, le tour du monde en plus de 5000 instruments. Venus de tous les continents, ils sont très précieux, alors seule l'équipe pédagogique peut pénétrer dans cette pièce. Sur votre droite ou votre gauche, vous croiserez sûrement l'une des 16 salles de répétition. Et oui, vous pensiez tout de même pas que les artistes montaient sur scène sans un peu d'entraînement. Autre trésor bien discret, la bibliothèque de partitions de l'Orchestre de Paris. Des centaines d'œuvres dorment sagement dans ces étagères en attendant d'être jouées. Il est temps de retrouver Emmanuel pour prendre un peu de hauteur, cap sur le lieu le plus mystérieux de la Philharmonie, le Grill technique. Donc là, nous sommes dans un endroit où personne ne rentre, sauf les équipes techniques. Nous sommes au-dessus du plateau. Tout ce qui sert au son, aux suspensions, aux écrans, aux équipements qui vont produire justement la magie de la scène se contrôle d'ici. Et dès qu'il y a un problème à régler, les interventions se déroulent hors de la vue de tout le monde. À la Philharmonie, vous pouvez vous délecter d'une symphonie ou danser sur un set électro en un seul week-end. Alors les équipements requièrent d'infinies précautions. On ne va donc pas trop s'attarder ici, mais un dernier détour s'impose. Ce couloir très étroit, suspendu au-dessus du vide, c'est comme un bouclier sonore entre le périph' qui borde le parc et la salle. Avec son look de sous-marin, cet espace garantit l'isolation phonique du bâtiment. Alors, même en pleine heure de pointe, aucun klaxon ne peut perturber votre concert, et ça, c'est magique. Julia Sédevjean est niçoise, étoilée et pleine d'idées. Bouillonnante, pétillante, nous l'avons rencontrée pour vous. Elle s'est mise à table. Vous ne les voyez peut-être pas comme ça, mais il y a des étoiles qui gravitent au-dessus de la chef Julia Sédevjean. Celle du guide Michelin déjà, et puis peut-être une bonne étoile. À 24 ans seulement, la jeune femme a déjà un parcours impressionnant. Aujourd'hui, elle nous reçoit dans son propre restaurant, le Bayeta. Bayeta, ça veut dire petit bisou en patois niçois. Et ça ne vient pas de nulle part, c'est là-bas qu'elle a grandi. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours été gourmande, j'adore les repas de famille, là où on se retrouve sur de grandes tables avec plein de petites choses à grignoter. Et très vite, à l'adolescence, j'ai eu envie de me lancer dans les métiers de bouche. Où je dirais vers 13 ans, je commençais à dire à ma maman, au début c'était la pâtisserie, je veux faire de la pâtisserie. Et ça s'est vite transformé en je veux faire de la cuisine et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait mon CAP très tôt, à 14 ans. J'ai fait mon CAP cuisine et mon CAP pâtisserie à Nice en alternance dans un restaurant étoilé. Mais ça serait trop simple de rester à Nice. Vous allez le voir, Julia carbure au défi. Elle fait ses valises et quitte le sud pour rejoindre la capitale. À 17 ans, elle débarque à Paris et trouve rapidement une place dans un grand restaurant. Je commence là-bas en tant que commis pendant 1 an. Ensuite, à 18 ans, je prends la place de sous-chef pendant 2 ans. Et à 20 ans, on me propose la place de chef. Donc c'est à 20 ans la première fois qu'on me demande de faire ma cuisine. La première carte, elle était sincère, quoi. Non, mais voilà, j'ai essayé de prendre les choses que je maîtrisais le plus et pas de me dire je vais essayer de faire des choses que je maîtrise pas du tout. Le but, c'est pas de se rétamer, c'est de faire des choses qui te font plaisir, qui vont faire plaisir et d'être sur un terrain pas trop glissant, quoi. Le succès est au rendez-vous. À 21 ans, elle devient la plus jeune femme chef étoilée de France. C'est aussi dans ce restaurant qu'elle rencontre Sébastien et Grégory, aujourd'hui ses 2 associés. Ça a bien matché directement. En fait, j'aime bien les profils et les caractères comme Julia, parce que Julia peut paraître un peu fermée au prime abord, mais elle ne s'ouvre qu'avec les personnes avec qui elle est en confiance et qu'avec les personnes qui sont entières avec elle. Donc le fait qu'elle soit en phase avec moi ou avec Sébastien, c'est très valorisant et très flatteur pour nous. On a appris à travailler ensemble tous les 3 et on a vu que quand on était tous les 3, en fait, on sortait vraiment le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et on s'est dit, bon, maintenant qu'on s'est trouvés, on va pas se lâcher. Et puis on a la même vision du business, la même vision de la restauration, donc
pourquoi pas monter notre restaurant à nous aussi. Et vous vous doutez bien qu'ils l'ont fait. Ils créent le Bayeta en mars 2018. Bouillabaisse, aioli, pis saladière, ça sent bon la Méditerranée. Tellement bon que le restaurant est couronné d'1 étoile, même pas 1 an après son ouverture. Son succès, elle le doit à sa cuisine, mais aussi à sa brigade, qu'elle dirige avec beaucoup de maturité. Je sais rigoler, mais quand j'ai décidé qu'on avait pu rigoler, on rigole plus, quoi. Non, mais si je me suis fait autant respecter depuis que j'ai commencé à avoir des postes à responsabilité, c'est que je pense être juste. C'est-à-dire que je sais prendre le temps pour parler à mes équipes, pour leur dire merci quand il faut, leur dire c'est bien quand il faut. Mais quand j'ai envie d'exploser parce que ça me convient pas, j'hésite pas à le faire parce que si tu le fais pas après, voilà, c'est comme quand t'es petit, tu testes les limites, hein, donc voilà, c'est pareil. Avec ses 2 acolytes martiniquais, elle ouvre aussi Le Beau, un bar-restaurant caribéen juste à côté du Bayeta. Ici, c'est une toute autre ambiance. Une 60aine de rhum vieux accompagne les tapas aux saveurs des Antilles. Même si Julia reste surtout dans les cuisines du Bayeta, elle ajoute forcément son petit grain de sel de partout. Toutes les cartes sont créées ensemble, c'est-à-dire qu'elle a une idée ou j'ai une idée, on parle, on met ça sur papier, on commence à réfléchir autour de produits qu'on a envie de travailler ou non, on goûte tous les deux, tout se fait à 2. On est vraiment un binôme en cuisine, il n'y a pas, c'est pas elle sans elle, elle s'occupe de ça, non. Tout ce qui est fait et réalisé est réalisé en binôme, et même derrière en trinôme avec Grégory, on lui fait goûter, c'est vraiment un partage. Et en plus de ses bonnes étoiles, on dirait bien que Julia a 2 anges gardiens. Bonjour Julia. Bonjour. Julia, qui dit étoile au Michelin, dit pression quelque part. Parce que d'abord, on a la pression d'obtenir la première étoile. Quand on l'a, il faut la garder. Et si possible, en avoir un deuxième. Comment vous gérez la pression? On ne travaille pas que pour le guide Michelin, on travaille surtout pour que les clients ils soient heureux et qu'à la fin du repas, ils se disent « Waouh, j'ai passé une magnifique expérience ». Donc c'est super le Michelin, c'est une énorme récompense, c'est une super fierté, c'est une bonne pression. Ça permet de nous remettre en question tous les jours dans notre restaurant et voilà, et le jour où on la perdra, on verra, on avisera. Aujourd'hui, on est juste content de l'avoir et on se dit que c'est quelque chose qui nous booste, qui nous met un challenge en plus. On va un peu parler de votre cuisine, qui est ici aux accents méditerranéens. C'est votre pays, c'est votre culture. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette cuisine? Tout, mes souvenirs. Non, mais j'ai vécu 17 ans à Nice. Moi, j'ai beaucoup d'attaches là-bas. J'ai encore ma famille. J'ai fait mes premières découvertes dans tout à Nice. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de faire voyager mes clients pendant un moment avec moi à Nice. Voilà, c'est mes premières saveurs, mes premiers tout. Quel est le plat du moment? De toute façon, depuis l'ouverture de Bayeta, c'est la bouillabaisse ici qui cartonne. C'est devenu le plat signature qui a détrôné, je crois, l'aioli parce que... Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre bouillabaisse, alors? J'ai essayé de la rendre un peu plus sexy, on va dire, parce que la bouillabaisse, c'est un peu... Non, mais je pense qu'elle est... Elle ressemble pas à une bouillabaisse, mais elle en a le goût. J'ai essayé de prendre tous les éléments de la bouillabaisse. J'ai essayé de garder les poissons, de les faire cuire un par un, de garder chaque saveur, le fenouil, en faire une mousseline de fenouil avec des petits copeaux. Voilà, c'est travailler vraiment chaque produit à sa juste valeur, quoi. Quelle est, à votre avis, la place, justement, des plats très traditionnels français dans la cuisine d'aujourd'hui? C'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est... La cuisine française, c'est énorme ce qui a été fait avant, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je suis très conservatrice sur ça et j'ai envie, je me mets à la place du client et j'ai envie de venir manger un aioli, j'ai envie de venir manger une bouillabaisse parce que c'est des plats qui réchauffent le cœur, quoi. Enfin, voilà, c'est tout en simplicité, mais il faut que ça soit maîtrisé pour que ça donne du plaisir, quoi. Et vous avez donc cette double casquette de cuisinière et pâtissière. Quelles sont les pâtisseries que vous aimez, que vous proposez? J'ai fait 1 an de pâtisserie pour avoir les bases. Parce que mon chef, à l'époque à Nice, où j'étais en apprentissage, j'étais un chef pâtissier avant d'être chef de cuisine. Et il m'a dit, Juju, si tu le fais pas, tu vas le regretter. Parce que le jour où tu seras chef de ton resto, tu seras bien contente d'avoir les notions. D'avoir des notions et de pouvoir travailler sur tes desserts et qu'il y ait
un fil conducteur entre ta carte, entre tout. Aujourd'hui, j'ai bien sûr quelqu'un qui m'épaule en pâtisserie tous les jours, mais je lui transmets mes idées. Voilà, je lui dis aujourd'hui on va faire une tarte au citron parce que j'adore ça, mais j'ai envie de lui donner les saveurs du Sud. Bah, voilà, aujourd'hui on se retrouve avec notre dessert signature qui est un sablé aux fenouil avec un sorbet pastis citron. Voilà, on va pouvoir s'amuser à travailler la pâtisserie un peu comme en cuisine finalement. Julia, aujourd'hui, donc, vous êtes jeune, vous avez ouvert votre restaurant et vous avez déjà quand même, malgré tout, un certain recul. Quel conseil vous donnerez à un jeune qui veut aussi ouvrir son propre restaurant? Franchement, c'est une grande étape dans la vie de devenir patron. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer et il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, je crois, parce que tout seul, on ne fait rien. Il faut faire confiance à ses équipes. Aujourd'hui, nous, on a eu une étoile à Bayeta, on a fait tout ça depuis 1 an. C'est plus un merci à mon équipe qu'à nous 3 associés, parce que oui, on a travaillé, mais c'est avant tout un travail d'équipe. Merci beaucoup. Merci. Pas la peine d'enfourcher un cheval blanc pour marcher sur les traces de Napoléon. Suivez-nous, c'est Repérage Bonaparte. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale pour un voyage historique au cœur du XVIIIe siècle aux côtés de Napoléon. Et pour comprendre l'influence de l'empereur sur la capitale française, rendez-vous à la Fondation Napoléon où nous avons interrogé une experte en la matière. L'empreinte de Napoléon dans Paris est très importante et encore très visible aujourd'hui. Il voulait faire de Paris la plus belle ville du monde pour évidemment magnifier son règne dans le temps, mais aussi il avait de grands intérêts pour améliorer la qualité de vie des Parisiens. Paris, à la fin du XVIIIe, quand Napoléon arrive au pouvoir, est une ville presque médiévale dans certains de ses quartiers, avec une forte densité de population, des habitations presque insalubres, des rues très étroites, mal éclairées, des problèmes d'hygiène. Donc il y avait énormément de chantiers à conduire. 2 choses très importantes parmi d'autres, c'est la circulation dans la ville pour faciliter l'économie, le développement de l'économie, et puis des questions d'hygiène avec notamment la question de l'accès à l'eau potable. Côté circulation, on n'a pas encore réussi à régler tous nos problèmes, mais merci Napoléon pour l'eau potable. Il a développé un réseau de fontaines. Il y a une quinzaine de fontaines qui ont été construites à partir de 1806. L'une des plus emblématiques est la fontaine du Châtelet. C'est une fontaine qui porte le nom aussi de fontaine du palmier, en raison de sa décoration qui rappelle cet arbre et qui rend hommage aux grandes victoires de la Grande Armée. On lui doit aussi la rue de Rivoli telle qu'on la connaît actuellement, une voie triomphale de 20 mètres de large reliant l'est à l'ouest de Paris et ses fameuses arcades. Donc ce système d'arcades et de façades très sobres, sans ornementation justement, est très caractéristique de la rue de Rivoli et du souhait de Napoléon de quelque chose qui permet de mettre en valeur les 2 palais des Tuileries et du Louvre. Napoléon était aussi un gros fan de ponts, pratique pour éviter de devoir nager dans la Seine pour passer de rive gauche à rive droite. On lui doit notamment le pont des Arts. Paris était en déficit de ponts et Napoléon, pendant son règne, va faire construire 4 ponts. Le pont des Arts, le pont de la Cité, le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Des ponts, la rue de Rivoli, des fontaines par dizaines, mais aussi l'Arc de Triomphe, le Carrousel ou encore le Palais Bourbon. Napoléon aura vraiment transformé Paris. Parlons amour maintenant. Amour au Grand Véfour. Ce fameux restaurant parisien situé dans le jardin du Palais Royal abrite les débuts d'une grande histoire d'amour, celle de Napoléon et de Joséphine de Beauharnais que nous raconte le chef Guy Martin. Napoléon était un habitué du Grand Véfour parce qu'il était un habitué, grâce à Barras, qu'il a pris sous son aile, sous sa coupe, de venir dans les salons qu'organisait la Montansier. Et Barras essaya de fiancer le jeune Napoléon à la Montansier.
Mais il faut savoir que la dame Montancier avait 40 ans de plus, mais avait une richesse énorme. À l'époque, elle avait plus d'1 million. C'était énorme. Et Napoléon n'était pas forcément contre, étant donné qu'il n'était pas fortuné et qu'il y avait tout cet argent qui l'attendait. Malgré tout, Napoléon changea d'idée et arrêta ses fiançailles. Mais Barras aussi présenta une autre personne à Napoléon, Joséphine de Beauharnais. Et là, dans ce salon, dans ce restaurant, on peut dire comme un coup de foudre, Napoléon tomba amoureux de Joséphine et demanda à cette table, dans ce salon, si vous voulez bien, l'épouser. Comme quoi, c'est pas compliqué de rencontrer l'empereur de sa vie. Accrochez vos ceintures pour découvrir le focus du jour dédié au cuir, un matériau à observer sous toutes ses coutures dans Focus. Si on vous dit cuir, ça vous replonge forcément dans quelques films cultes. Comment ne pas se souvenir du perfecto de Marlon Brando dans L'équipé sauvage ou du sulfureux John Travolta dans la comédie musicale Grease. À l'époque, le cuir c'est pour les bad boys, mais pas qu'au cinéma. C'est aussi une affaire de musique. Elvis Presley, Jim Morrison, les Clash ou encore les Sex Pistols, pas de vrais rockers sans vêtements en cuir. Sur la scène française aussi, il faisait le show. Version provoque chez Gainsbourg et Dutronc, tenue complète pour l'idole des jeunes, Johnny Hallyday. Aujourd'hui, le cuir est devenu une pièce intemporelle de nos garde-robes. C'est aussi la matière la plus ancienne de l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres ne la portaient pas pour le look, mais pour se réchauffer. Mais avant de vous faire un vêtement en cuir, il faut quand même travailler la peau. C'est le principe du tannage. Il existe 2 sortes de tannage, le végétal ou le minéral. Dans ces énormes cuves, on laisse tremper les peaux pour qu'elles deviennent une matière plus souple et durable. Faut pas être pressé pour son blouson et parfois ça peut prendre des mois. Et une fois cette partie terminée, les tanneurs traitent les peaux pour qu'elles soient commercialisées. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent sur les étagères de ce petit atelier parisien, fournisseur officiel de l'armée française. Mais pas seulement, rassurez-vous. Besoin d'être un soldat pour aimer le cuir. La preuve avec Catherine, elle a racheté l'atelier il y a 4 ans. Et le cuir, elle l'a dans la peau. Moi, je trouve ça beau, ça sent bon. On nous le dit souvent quand on rentre dans l'atelier, ça sent bon chez vous. Nous, on le sent plus, mais ça sent bon. Et puis voilà, c'est la noblesse du matériau. C'est quand même quelque chose de très beau. Et je trouve que vraiment, ça donne du chic, ça donne du chien. On parle du cuir, mais pour être plus précis, il faudrait mettre la matière au pluriel. Il existe différentes sortes de cuir. La peau d'un bison, par exemple, ne donnera pas le même résultat que celle d'une chèvre. Et chaque cuir n'aura pas les mêmes qualités. Une chèvre, par exemple, c'est une peau qui est très dense. Alors, elle peut même être très fine, mais elle est très solide. L'agneau, alors si vous avez un agneau qui est bien teinté dans la masse avec un finissage un peu épais, il sera très résistant aussi, mais il sera moins beau qu'un plongé. Le plongé, c'est l'agneau qui a été plongé dans la teinture et donc il en ressort avec toute sa beauté bien sûr, mais ses faiblesses aussi. C'est-à-dire que là, il sera pas imperméable ou voilà, les taches de gras, les taches d'eau, il faut faire très attention. Dans l'atelier, il y a aussi Margot. À 26 ans, c'est elle qui réalise les patrons pour les blousons. La jeune femme est fascinée par cette matière. Ce qui est sympa avec le cuir, c'est qu'il va avoir une allure au moment où vous allez acheter votre perfecto ou votre blouson en cuir, mais dans 5 ans, il n'aura plus du tout la même allure et du coup, il vit en même temps que vous, quoi. En fait, au fur et à mesure des jours où vous le portez, et ben lui, il va avancer aussi dans sa progression, et il va se patiner, il va se tacher, voilà, il va vraiment avoir une histoire comme nous, notre peau, quoi. C'est un peu la même chose. De l'autre côté de l'atelier, on fait un bond de quelques générations. Voici Nessim. Ça fait plus de 60 ans qu'il a les mains dans le cuir. Il est coupeur et n'a besoin de qu'un seul outil pour travailler. Alors je présente mon couteau. Mon outil de travail, une petite lame, le couteau. Il faut l'aiguiser de temps en temps pour que ça coupe mieux le cuir. Parce qu'il y a des moments où le cuir il est très épais. Il faut une demi-heure pour couper un blouson. Pour assembler les pièces, il faut une machine bien spécifique, car le cuir est une matière épaisse et résistante. C'est d'ailleurs pour ses qualités que longtemps le cuir a été une affaire de pilotes et de motards.
il y a très très longtemps. Les avions étaient vraiment à ciel ouvert, donc il fallait avoir chaud. À l'époque, c'était quand même très très utile parce que très chaud, je pense aux bombardiers polonais. Et puis aussi une question, c'est peut-être plus du côté du motard, mais une question de solidité, puisque le cuir protège vraiment bien pour les chutes. Avec autant d'atouts, il est certain que votre cuir vous sera fidèle pour de longues années. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!